merci. Vraiment, vos questions sont particulièrement remarquables. Ça me permet de mettre un jugement de valeur sur le public. C'est un échange de dialectique. Donc, je vais chercher à progressivement partir des choses les plus simples pour monter, disons, au plus complexe. Jaurès, effectivement, a eu des engagements militants qui n'ont pas été ceux d'un intellectuel, ceux d'un philosophe, même s'il n'a jamais oublié, et qu'il a toujours fait, y compris à la Chambre, des références philosophiques. Il n'a jamais non plus à la Chambre, il n'a jamais pu à la Chambre comporter en tant que parlementaire, même s'il a pu agir parfois en véritable homme d'État. Je vais prendre deux exemples. Quand, en 1902, se forme le gouvernement radical, quasiment homogène, dirigé par Émile Combes, Jaurès est un de ceux qui disent « Ce gouvernement, il est bien gentil, mais il faut l'encadrer, le pousser aux fesses et le contrôler. » Et il a initié ce qu'on appelle la délégation des gauches, qui, grosso modo, rassemble 5-6 chefs de partis ou de groupes parlementaires, et il les représente le groupe socialiste, et eh bien, il fixe le programme d'action du gouvernement. Il cherche à impulser, contrôler. Donc, Jaurès n'a pas été un homme d'État, mais il a été un homme qui a impulsé, disons, un certain nombre de projets, de propositions de loi d'essence parlementaire, parce qu'il croyait profondément à la possibilité de gouvernement d'assemblée. Mais il n'a jamais oublié non plus qu'en tant que député, il était l'expression, qui devait être l'expression des travailleurs. Par exemple, lors des grèves des cheminots, des électriciens, contre le gouvernement Clémenceau, contre le gouvernement Briand, il soutient les mouvements ouvriers, les mouvements populaires, aussi bien de femmes d'ailleurs hein, que d'hommes, aussi bien de paysans que de métallos, en multipliant des tournées impressionnantes de meetings populaires. L'agenda de Jaurès, c'est un homme constamment en mouvement, qui dicte au téléphone à peu près une fois par jour son éditorial ou son article politique. Il est, si vous voulez, un homme orchestre, à la fois militant au plus près du peuple. Il y a de très bonnes études sur son action, bien sûr dans le Tarn, mais aussi dans la Loire, mais aussi auprès des paysans du Midi, dans le Nord-Pas-de-Calais, etc., etc. Donc, si vous voulez, il est, je dirais, l'incarnation du militant, non pas professionnel, mais du militant complet. Bien. Dans ces conditions, il n'est pas un pur théoricien. Il n'aurait jamais fait ce que j'ai fait moi. Il était capable de traduire ses grandes idées en les rattachant toujours à des expériences concrètes. Voilà pourquoi, et je crois que c'est sa grande qualité, il a toujours lié les revendications des moindres détails. Les deux premières propositions de loi qu'il dépose à la Chambre, c'est pour la création de délégués mineurs à la sécurité et pour la création d'une caisse de retraite et de secours et accidents et retraite des mineurs. Donc voyez-vous, il défend bien sûr les revendications salariales. Il arbitre des grèves. Il est choisi en 1900 par exemple pour arbitrer la grève des mineurs de Saint-Étienne. Et il arbitre avec un ingénieur désigné par la compagnie. Et c'est en faveur des ouvriers que finalement le compromis va se faire. Donc, il ne néglige pas la moindre revendication matérielle comme la moindre revendication de droit, mais il le fait toujours dans un commentaire qui
élève le niveau, qui montre qu'il s'agit d'une étape vers l'émancipation, vers l'éveil de la conscience, vers la conquête de la liberté et de droits nouveaux pour les travailleurs. Ça c'est très caractéristique. Même quand il traite de choses extrêmement concrètes, il se refuse à ce défaut majeur du syndicalisme et disons d'un certain nombre de partis, à savoir l'économisme. Dans ces conditions, comment peut-il faire la distinction entre réforme réformiste et réforme révolutionnaire et contre-réforme? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous savons ce que sont les contre-réformes, c'est-à-dire le détricotage et la déconstruction de tous les acquis, disons, des luttes passées. Jaurès a une formule à un moment donné, que je n'ai pas citée dans mon exposé. Il dit que la mesure de la qualité d'une réforme, que l'aune de la mesure d'une réforme, c'est le rapport à la réforme ultime, à savoir le socialisme. Il juge d'une qualité plus ou moins révolutionnaire d'une réforme à ce qu'elle ait une anticipation au niveau des principes, mais aussi disons, de la contestation capitaliste, disons, quelle est une anticipation du socialisme à venir. Jaurès, et là je vais prendre peut-être un ou deux exemples, Jaurès s'est fait le champion de ces retraites ouvrières. Je vous signale que la première proposition de loi pour instaurer des retraites ouvrières remonte à l'année 1879, et c'était Martin Nadeau, le fameux maçon de la Creuse, qui avait déposé en tant que député républicain social à la Chambre. Eh bien, en 1900, disons, Millerand n'arrive pas à faire avancer la question, Jaurès lui reproche, la question revient sur le tapis à partir de 1906, et la première loi passe, aussi déformée soit-elle par le Sénat, en 1910. Jaurès s'est bataillé pendant 3 ou 4 ans contre la CGT. La CGT majoritairement votait contre l'idée de retraite ouvrière, en disant c'est un cadeau fait au patron parce que la part disons, de prélèvement sur le salaire comme la part patronale aurait dû revenir comme salaire direct immédiat. Et Jaurès popularise l'idée que les retraites sont déjà une contestation de la simple exploitation par le salaire direct, que la retraite est une forme de salaire indirect, et le salaire indirect non seulement personnel, mais collectif, avec répartition par solidarité. À peine cette réforme, disons, des retraites, que Jules Guesde condamnait en disant ces réformes sociales que réclame Jaurès, même s'il dit qu'elles sont anticapitalistes, au contraire, elles vont affaiblir l'énergie révolutionnaire que spontanément les prolétaires ont en eux. Si on fait trop de réformes, eh bien, ils vont s'anesthésier, ils vont perdre leur instinct révolutionnaire. Donc, la CGT, anarcho-syndicaliste, comme les guesdistes, pensaient la plupart du temps que ces réformes sociales étaient, disons, trompeuses et qu'elles pouvaient avoir un effet négatif, qu'elles pouvaient simplement favoriser le réformisme. Jaurès dit, d'accord, mais chaque réforme doit en appeler d'autres. À peine la réforme des retraites est-elle, disons, adoptée, et en 1910, il était prévu que l'âge de la retraite soit porté, enfin, commence à 65 ans, ce qui faisait dire à Guesde que c'était la retraite pour les morts. Bon, eh bien, 1912 arrive au ministère du Travail, de l'économie, disons, Léon Bourgeois, un radical. Jaurès, qui ne partage pas du tout les idées solidaristes de Léon Bourgeois, fait pression interne avec d'autres pour que Léon Bourgeois rabaisse l'âge du départ à la retraite légale à 60 ans. Et aussitôt, dès 1910, Jaurès avait demandé à Édouard Vaillant, théoriquement l'ancien blanquiste, en fait qui était essentiellement un marxiste
l'ancien communard, celui qui avait rédigé, vous le savez, les décrets de séparation de l'Église et de l'État et sur l'instruction primaire obligatoire, gratuite et intégrale de 1871, de février 1871. Eh bien, Édouard Vaillant est poussé par Jaurès, mais il avait a déposé quoi? A déposé un projet d'assurance sociale accident, santé, maladie et retraite. C'est la première forme, à mon avis, de sécurité sociale. C'est le premier embryon de sécurité sociale qui a été mis en place. Donc, voyez-vous, je pense que Jaurès avait compris que c'était une dialectique subtile. Il n'y a pas une séparation forte, claire, évidente entre une réforme réformiste et une réforme révolutionnaire. En fait, une réforme qui peut être concédée par un patronat ou par un parti, disons, radical, bourgeois, peut, si elle est bien utilisée par un parti socialiste révolutionnaire, peut devenir vraiment un point d'appui pour aller plus loin, pour remettre en cause plus fortement encore la logique du capital, et inversement, s'il n'y a plus la défense de la conquête sociale, eh bien, le balancier repart dans l'autre sens, et une réforme révolutionnaire, ou plutôt une réforme anticapitaliste comme la sécurité sociale, ou même comme les comités d'entreprise, sur lesquels j'ai quelques réserves, enfin je vous dirai ça peut-être pour plus tard, peuvent être détournés de leur but et devenir strictement réformistes, vidés de leur sens socialiste futur par la reconquête d'un rapport de force en faveur du capital. Jaurès a également, je dirais, alors ça je ne peux pas vous le garantir parce que je crois que c'était des questions qui ne se posaient pas vraiment à lui, mais j'en ai à peu près conscience. Il faudrait que je relise de beaucoup plus près des textes tardifs, mais on connaît mal les derniers textes, disons, de Jaurès, à part le grand pavé, l'Armée nouvelle, où il y a un chapitre 10 d'une centaine de pages extraordinaires sur l'évolution du capitalisme, sur l'évolution des classes entre elles, etc., et sur l'évolution du rapport à l'État. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, mais c'est moi qui réponds, et non pas Jaurès, que la distinction entre ce qui fait finalement une économie sociale et solidaire, réformiste, et une économie sociale et solidaire, disons, contestant le capitalisme, c'est la façon dont elle subit le marché. Il y a effectivement un marché capitaliste qui est dominant, très largement dominant. Mais il y a aussi, je dirais en bribe, dans le mouvement socialiste, l'idée qu'il peut y avoir un marché socialiste. Par exemple, quand il a développé les coopératives viticoles dans le Languedoc, à partir de la fameuse cave coopérative de Marossan, près de Béziers, Jaurès les a mis tout de suite en rapport avec les coopératives de distribution de vin et d'alcool de la région parisienne. Donc, voyez-vous, il y a cette idée qu'on court-circuite le marché capitaliste par un marché coopératif. Donc, bien sûr, c'est une infime goutte d'eau dans l'ensemble du marché. Mais c'est un élément contradictoire qui peut jouer le rôle, eh bien, du petit grain de sable qui, disons, peut brouiller les engrenages. Alors, est-ce que Jaurès, disons, est-ce que Jaurès développait ses conceptions parce qu'à l'époque, il y avait effectivement des possibles, soit révolutionnaires, soit réformistes. Oui. Ce qui conforte Jaurès dans l'idée qu'il peut y avoir un avenir révolutionnaire, y compris insurrectionnel, c'est la révolution russe de 1905. C'est pourquoi il va développer l'idée que, certes, dans des pays fortement développés et industrialisés, avec des traditions démocratiques, la révolution, la conquête du pouvoir peut se faire essentiellement par le suffrage universel avec un mouvement ouvrier, disons, pour agir, pour pousser, mais il développe aussi l'idée, et il accepte l'idée, et qu'il
serait le fait de minorités. Et en ce sens, Jaurès, disons, accepte au congrès de Stuttgart de l'Internationale en 1907 la motion déposée par Rosa Luxembourg et Lénine qui, disons, demandait à ce qu'on ne se contente pas de mener une guerre contre la guerre. Hein. La guerre était le slogan de ce congrès. Par exemple, la lutte contre la course aux armements ou par l'organisation de la propagande antimilitariste. Rosa Luxembourg et, disons, Lénine déposaient un amendement disant qu'il fallait transformer la guerre dont les prolétaires allaient être les victimes en occasion de révolution. Eh bien, Jaurès est pour cette perspective-là. Jaurès est pour cette perspective-là. Mais, par exemple, il continue à dire aux Allemands, aux socialistes allemands, aux SPD allemands en particulier, il leur dit « Mais vous avez une question préalable à poser. Renversez votre empire, créez une république allemande. » Et c'est une gêne, mais c'est indispensable. Nous, en France, au moins, on a la République. C'est la forme qu'aura le socialisme. Mais une République qui devra changer de base, disons, sociale et de forme politique en devenant République démocratique, puis en devenant République, disons, socialiste. Eh bien, Jaurès est conscient que eh bien, les Allemands devront d'abord faire peut-être une révolution politique, renverser leur empire. Même chose en Autriche. Il leur dit ouvertement. Hein? Et il leur dit, et ça c'est terrible, les sociodémocrates allemands, ils ont 38-40% des voix aux élections de 1912. Jaurès leur réplique, à ceux qui disent nous arriverons les premiers au pouvoir parce que nous aurons la majorité. Jaurès leur réplique, vous pourriez avoir la majorité au Reichstag, vous n'aurez pas le pouvoir si vous le laissez, disons, aux mains de l'Empire, du gouvernement, de l'armée, etc. etc. Hein. Donc, Jaurès est conscient qu'il est absolument indispensable d'articuler réforme politique, réforme sociale, pour ouvrir une voie au socialisme. Je fais maintenant un petit développement sur ce qu'a représenté la mort de Jaurès pour le mouvement ouvrier. Effectivement, l'assassinat de Jaurès intervient dans un moment, disons, dramatique, parce qu'il faisait tout pour obtenir des gouvernements français et belges la demande de l'arbitrage anglais et américain. Hein. C'était pour lui la dernière chance. Hein. Mais son assassinat n'a pas simplement fait basculer la classe ouvrière française dans l'acceptation de la guerre et de la défense nationale. Je crois que Jaurès, vivant, aurait devant, disons, l'agression caractérisée a priori dont l'Allemagne fera preuve contre la Belgique et la France, je crois que Jaurès aurait accepté, y compris de voter les crédits de guerre. Bon, toujours difficile de faire parler des morts. Mais je pense par contre qu'il n'aurait pas accepté l'union sacrée. Pourquoi? Parce que chez Jaurès, et ça j'en ai eu la preuve en reprenant beaucoup plus longuement que dans mon chapitre 12, la question de son rapport entre le capitalisme et la guerre. Il y a chez Jaurès entre 1895, 1905 et ensuite constamment entre 1905 et 1914 une réflexion étroite sur les rapports intimes entre capitalisme et guerre, entre hypercapitalisme, comme il en dit, et guerre, course aux armements. Il considère que le capitalisme, disons, porte en lui la guerre, bien sûr comme la nuée dormante l'orage, hein, d'après la formule exacte. Mais il ne se contente pas de dire qu'il y a une analogie entre lutte de classe et lutte de
entre les nations, les guerres entre les nations. Il dit, dans des développements remarquables, que toute classe dominante a besoin d'avoir une armée permanente pour, en dernière instance, briser les volontés révolutionnaires de ses propres classes dominées. Et il dit que pour maintenir la classe ouvrière et la paysannerie dans ces situations dominées, les forces de la bourgeoisie ont intérêt à quoi? Eh bien, elles ont intérêt à développer le nationalisme, bien sûr, donc la rivalité, le chauvinisme, voire l'antisémitisme, le racisme, le colonialisme, et que, faisant cela, elles légitiment donc leur politique d'expansion coloniale ou, disons, d'agression ou disons, de nationalisme militaire. Mais il dit que le colonialisme et l'impérialisme ont d'autres fonctions, parce qu'ils corrompent profondément l'esprit de classe disons, des prolétaires, à savoir le simple fait de l'exploitation coloniale, de la domination de certains pays, disons, non colonisés ou semi-colonisés. Tout cela, il emploie la formule, tout cela permet, j'ai oublié la formule exacte, mais en gros, peu importe, tout cela permet la redistribution, non pas de miettes du festin impérialiste dont parlera Lénine, mais il dit, dès 1908 ou 10, à peu près la même chose. Il dit que cela aboutira à la corruption, disons, de la classe ouvrière. Donc chez Jaurès, il y a de manière éparse une formulation de la conception globale de l'impérialisme que Lénine formulera en 1916. Je ne connais pas encore très bien, si vous voulez, les annotations que Jaurès a faites sur les textes allemands. Je ne connais pas l'allemand, donc je ne peux pas le faire moi-même, sur les textes allemands du capital financier de Hilferding et sur l'accumulation du capital de Rosa Luxembourg. Mais ça serait fort intéressant. En tout cas, sachez que le 26 août 1914, Jaurès devait présenter devant le congrès de l'Internationale qui était prévu, si la guerre n'avait pas éclaté auparavant, il devait faire un rapport sur l'impérialisme. Donc, à quoi aboutit l'assassinat de Jaurès? Y compris les syndicalistes révolutionnaires de la guerre sociale publient, ils ont assassiné Jaurès, nous n'assassinerons pas la France. Défense nationale d'abord. Que fait Guesde, qui n'avait jamais cru à la véritable action contre la guerre? Il devient ministre d'État. Que fait Simba? Que fait Albert Thomas? Ils rentrent comme ministre. Et ils vont, dans le gouvernement, pratiquer un véritable réformisme d'État. Au nom de l'Union sacrée. Les socialistes sortent du gouvernement d'Union sacrée, tenez-vous bien, en octobre 17, pas avant. Je suis à peu près persuadé qu'un Jaurès n'aurait pas accepté, non, peut-être de rentrer dans un gouvernement, ni aurait accepté, disons, et qui n'aurait pas accepté l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que figurez-vous que certains de ces biographes les plus récents sont obligés de censurer Jaurès concernant ses dernières attitudes publiquement exprimées face à ce danger de guerre. À la fin du célèbre discours de Jaurès dans la cathédrale de Bâle, là où il évoque les fameuses cloches, et le poème de Schiller, qui a servi, disons, d'argument pour que Aragon écrive ce très beau roman qui s'appelle Les cloches de Bâle. À la fin de son grand discours, où après avoir fait tout un certain nombre de propositions très concrètes pour que les prolétariats des diverses nations européennes freinent leur propre gouvernement. Jaurès termine ainsi. Et cette formule, en général, ou elle a été carrément censurée, ou elle est coupée. L'international doit veiller à faire pénétrer partout
sa parole de paix, à déployer partout son action légale ou révolutionnaire, qui empêchera la guerre. Très souvent, la citation s'arrête là. Ou sinon, à demander des comptes aux criminels qui en seront les fauteurs. Ça, c'est 2 ans, enfin c'est 1 an et demi avant que n'éclate la guerre. Et le jour de sa mort, après avoir compris que c'était fait merder la veille par Dédiani, qui lui avait dit qu'il n'y avait pas de danger, que la France allait... alors que Jaurès lui disait, il faut que vous dénonciez les buts de guerre de l'Empire russe. Parce que ces buts de guerre de l'Empire russe que vous soutenez, de fait, eh bien, c'est un prétexte pour l'Autriche-Hongrie et pour l'Allemagne de mener la guerre contre nous. Eh bien, Jaurès réplique, disons, à Abel Ferry, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui lui disait qu'il n'avait pas à continuer à lutter contre la guerre. Abel Ferry est en disant à Jaurès ceci: vous serez tué au premier coin de rue. Quelle est la dernière réplique de Jaurès? Je vous jure que si vous nous conduisez à la guerre, nous nous dresserons, nous crierons la vérité au peuple, nous allons vous dénoncer. Oui, ministre à la tête légère, nous allons vous dénoncer, dussions-nous être fusillés. Oui, cette formule, eh bien, curieusement, vous la trouvez peu souvent. Et par contre, on connaît mieux peut-être la dernière formule que Jaurès aurait prononcée avec des journalistes de l'Humanité au Café du Croissant. Je vais écrire cette nuit une sorte de j'accuse où je dénoncerai les causes et les responsables de cette crise. Donc, voyez-vous, je pense qu'il aurait pesé, par son analyse de l'impérialisme, par son analyse des fauteurs de guerre, sur le mouvement socialiste international pour qu'il y ait le plus rapidement renouement des liens entre, disons, socialistes pour protester contre la guerre. Alors je voudrais réserver mes dernières réponses aux 3 questions d'Anicet Le Port. Je crois effectivement que nous ne devons pas faire l'économie de cette étape intermédiaire, de cet horizon qui commence déjà par un côté, qu'est le socialisme, la transformation de la propriété capitaliste en propriété sociale. Jaurès n'a jamais explicité cette façon, disons, de passer du socialisme au communisme. Parfois, il emploie dans la même phrase les 2 termes, mais toujours le terme communiste vient après. Il n'a jamais dit qu'il y aurait une étape socialiste puis une étape communiste. Mais on sent très bien, et je vais chercher à retrouver une citation où il dit il dit ainsi qu'il n'y aura, disons, il dit que du conflit entre capitalisme et socialisme, nous devrons sortir des formes très variées de propriété pendant une longue période de transition, et il termine en disant « et les derniers pans du système capitaliste ne tomberont que lorsque les fondements de l'ordre socialiste seront assurés ». Les derniers pans du système capitaliste ne tomberont que lorsque les fondements de l'ordre socialiste seront assurés. Et donc c'est quand les logiques de fonctionnement du socialisme seront assurées que l'on pourra passer de chacun, disons, en prenant le fameux adage, de chacun selon ses besoins, non, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qu'on pourra passer finalement à l'adage communiste de à chacun selon ses besoins. Donc, voyez-vous, je crois que fondamentalement, Jaurès ne s'est pas posé la question de manière claire, mais que déjà il avait pressenti, disons, que l'essentiel c'était la transition qui était immédiatement à mettre en œuvre, mais dans la perspective de l'émancipation générale
puisque chez lui, l'émancipation, c'est à la fois l'émancipation individuelle et l'émancipation collective, les deux étant dialectiquement liés. Il y a un texte fabuleux de Jaurès de 1892 qui s'appelle « Socialisme et liberté », où il développe l'idée que ce sont seuls les esprits simples, les esprits dualistes, les esprits finalement pour qui tout est blanc ou noir, les esprits mécanistes qui affirment que eh bien, la liberté individuelle est contradictoire de la liberté collective, car pour lui, Jaurès, seul l'individu pourra s'émanciper pleinement seulement dans l'émancipation de la collectivité. Dernier point, je pense qu'effectivement, devant les coups de boutoir de l'ultralibéralisme depuis une trentaine d'années, nous avons reculé. Les forces révolutionnaires ont reculé parce qu'elles ont fait des concessions, elles ont fait de la défense au petit pied, elles ont fait de la défense économique, elles ont défendu des statuts, elles n'ont pas maintenu les espérances et la perspective historique. Alors, je voudrais vous poser la question, Anicet Leport, est-ce que vous me reprochez d'avoir trop insisté sur Jaurès marxiste? Jaurès, pour moi, si vous voulez, n'est pas un marxiste, puisque c'est un métaphysicien qui entend dépasser la dichotomie entre matérialisme et idéalisme, mais il est tellement aujourd'hui tiré vers un idéalisme, vers un spiritualisme, vers même des formes de prophétisme christique, que j'ai éprouvé le besoin, dans ma conclusion en particulier, de revenir sur Jaurès, non pas marxiste, mais Jaurès entretenant un dialogue particulièrement fécond avec le marxisme, comme Jaurès capable même de faire évoluer le matérialisme économique et historique par l'intégration des forces vivantes, non seulement des acteurs de l'histoire, mais des idéaux. Et donc, Jaurès, à mon avis, disons, n'est pas un idéaliste, mais il est le champion d'un idéal d'émancipation de tout individu, de tout homme et de toute femme,